Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en janvier 1708 à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, devant l'abbaye Sainte-Geneviève. Foule considérable réunie autour du cardinal de Noailles, l'archevêque de Paris. Le cardinal constate qu'il y a beaucoup plus de monde que les années précédentes pour la fête de Sainte-Geneviève, et pourtant le froid est glacial en cet hiver. On aurait pu penser que les Parisiens resteraient chez eux, près de leur foyer. Bien non, ils s'entassent sur le parvis de l'abbaye. Autour de l'archevêque de Paris, tout le chapitre de la cathédrale, les prêtres des différentes paroisses de la capitale, l'ensemble des membres du Parlement dans leurs somptueuses robes écarlates. Tout ce monde vient assister à la procession en l'honneur de la sainte patronne de Paris. La chasse sort de l'abbaye, suivie de milliers de Parisiens, jusqu'au parvis de Notre-Dame. La vérité, c'est qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Non seulement il fait très froid, mais il fait très faim, si j'ose dire. La situation est terrible. La faim se fait ressentir dans tout le royaume. Les récoltes ont été mauvaises et puis surtout, on est en pleine guerre. C'est la guerre de succession d'Espagne qui, depuis près de 8 ans, n'en finit plus. La France se retrouve à affronter quasiment seule toutes les grandes puissances de l'Europe qui ont réalisé une sorte de blocus du royaume. Et depuis quelques années, donc, cette guerre tourne mal, de plus en plus mal. La France s'épuise dans cette succession d'Espagne que Louis XIV a accepté pour son petit-fils, le duc d'Anjou, qui est devenu le roi d'Espagne, Philippe V. Je cite Jean-Christian Petit-Fils dans sa célèbre biographie de Louis XIV. « La guerre de succession d'Espagne fut le plus dur conflit que connut la France sous le règne de Louis XIV, causant de cruelles pertes. La ceinture de fer conçue par Vauban ne résista pas à la puissance des armées ennemies et une partie du pays, pour la première fois, fut occupée. » Le peuple de France commence à manifester sa lassitude et, disons-le, son animosité. On entend un peu partout se lever cette prière. « Notre Père qui êtes à Versailles, votre nom n'est plus glorieux. Votre règne est sur sa fin. Votre volonté n'est plus faite ni sur la terre ni sur la mer. Pardonnez à nos ennemis qui nous ont tant battus et non à nos généraux qui les ont laissés faire. Ne nous induisez pas à la révolte, mais délivrez-nous des maux. Amen. » Vous voyez un peu à qui s'adresse cette prière en forme de condamnation. Et c'est vrai que la situation est catastrophique, et notamment sur un plan financier, puisque la dette du royaume s'élève à 2,5 milliards de livres, c'est-à-dire 10 années des revenus du trésor. Ça nous rappelle quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Les troupes, évidemment, dans de telles conditions, sont de moins en moins bien soldées. On ne compte plus les déserteurs qui se transforment souvent en persécuteurs pour les populations. Bref, le roi Louis XIV est face là vraiment à un très grand défi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le contrôleur général des finances, Chamillard. On disait, vous savez, on avait fait cette épitaphe plus tard, quand Chamillard mourra, on dira Sigy, le fameux Chamillard, qui fut un héros de son roi, le protonotaire, qui fut un héros au billard, un zéro dans son ministère, disait-on. Eh bien, Chamillard fait ce qu'il peut en tant que contrôleur général des finances, et voilà ce qu'il est écrit à Louis XIV dans ce qui est une véritable lettre de démission. Toutes ces dépenses me font comprendre que le temps fatal approche auquel, manque d'argent, il ne serait plus possible de continuer la guerre, et que, si les ennemis ne voulaient pas la paix, votre majesté serait obligée de la recevoir aux conditions qu'il leur plairait de la lui donner. On pourrait soutenir la dépense jusqu'au mois de septembre 1708. Il n'y a guère d'hommes sensés en France qui, avec rien, voulu se charger d'une pareille dépense. Si j'avais une grâce à demander à votre majesté, ce serait celle de pouvoir me soulager d'un fardeau que je ne puis soutenir, et de me permettre de réfléchir dans quelques coins du monde avec un peu plus de tranquillité à ce qui peut dégoûter les grandeurs que j'ai connues pour en être rebuté. » Vous imaginez l'état de désespoir du ministre des Finances. Enfin, on l'appelait à l'époque le contrôleur général. Et Louis XIV lui répond par une simple apostille en marge, comme il le fait souvent. « Eh bien, nous périrons ensemble. »
Que voulez-vous que Chamillard réponde ? Le monarque va néanmoins accepter sa démission et le remplacer par Nicolas Desmarets, qui est un neveu du grand Colbert et qui connaît très bien la situation du trésor français, qui sait donc qu'à partir du mois de septembre de cette année 1708, les caisses de l'État seront tellement à sec qu'il ne sera plus question d'essayer de solder un quelconque soldat. Desmarets pense connaître un homme qui peut-être pourrait aider l'État dans cette situation désespérée. Là, il faut vraiment qu'on ne sache plus à quel sens se vouer, puisque l'homme en question, c'est un simple banquier privé. C'est sans doute l'homme le plus riche de son temps, et son nom, c'est Samuel Bernard. Dans un ouvrage qui s'appelle « L'homme qui prêtait au roi », voici ce que nous dit Maya de Loin. Tout autant que ses prédécesseurs, le nouveau contrôleur général avait besoin du crédit des banquiers, à commencer par celui de Samuel Bernard. Nommé secrétaire du roi, Samuel exultait de se voir ainsi de nouveau distingué. Les honneurs l'élevaient au-dessus de lui-même. Connaissant l'homme, l'habile Desmarets savait exactement la manière dont il devait user pour lui faire délier sa bourse. Cependant, les finances avaient atteint un tel degré de délabrement que même le contrôleur général des finances éprouvait de plus en plus de peine à trouver la parade. Desmarets n'a plus qu'une idée en tête, la trouver. Cette parade, le moyen qui pourrait lui permettre de séduire ce très riche et très opportun banquier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'y a plus de spectacle en 1708, la crise est trop forte, les théâtres, les opéras, tout le monde a fermé, on ne peut plus s'amuser dans cette période critique. Un jour de l'hiver 1708, il fait toujours aussi froid dans Paris en plus, Samuel Bernard est dans son carrosse, il est en route pour la maison de sa maîtresse qui se trouve rue de la Sourdière à Paris. Et en chemin, voilà qu'une mère complètement désespérée lance littéralement son petit enfant à demi-mort au pied du banquier. Elle se dit que peut-être son bébé aurait une chance de survivre s'il entrait dans ce foyer très fortuné. Le bébé est très mal en point, on tente de le ranimer, mais il meurt dans l'heure. Et Samuel Bernard est complètement bouleversé. Il va dire tout bas « Pareilles scènes ne peuvent qu'anéantir toute certitude ». Et dans l'heure, il fait partir des missives à un certain nombre des agents qu'il possède à Danzig, à Hambourg, pour augmenter les commandes de blé. Il est respecté dans l'Europe entière, Samuel Bernard, et sa notoriété, son crédit sont tels que le blocus européen ne s'applique pas tout à fait pour lui, en tout cas pas de la même façon. Samuel Bernard, il faut peut-être que je vous dise un peu d'où il vient, ce personnage. Il est né dans une famille protestante proche de Nicolas Fouquet en 1651, c'est-à-dire au moment où Nicolas Fouquet connaissait sa gloire dans l'entourage de Mazarin. Évidemment, 10 ans plus tard, l'arrestation de Fouquet a marqué l'enfance de Samuel, qui avait 10 ans à l'époque, et qui très vite va se révéler doué pour les affaires. Il est d'abord marchand drapier. Au moment de l'édit de Nantes, il va se convertir au catholicisme, mais bénéficier de ce réseau protestant qu'il a conservé dans l'ensemble de l'Europe pour s'investir sur de nouveaux marchés, pour s'enrichir, disons-le, de plus en plus, au point d'ouvrir sa propre maison de banque, comme on disait. Il devient un homme très influent dans toutes les places européennes. Le duc de Saint-Simon, que nous avons si souvent l'occasion de citer avec sa plume un peu acerbe, Saint-Simon, disait « C'est le plus fameux et le plus riche banquier de l'Europe ». Samuel Bernard a beau posséder une excellente place auprès des financiers les plus puissants du vieux continent, il n'en reste pas moins quelqu'un qui ne peut prétendre fréquenter la haute noblesse, n'est-ce pas ? C'est un banquier, ça reste un banquier, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'a bien sûr jamais approché le roi Louis XIV. Dans la société d'Ancien Régime, il ne serait pas convenable qu'un monarque puisse condescendre à parler à un banquier, voyez. Quand même... Le contrôleur général des finances, là, Desmarets, se dit que si on faisait des exceptions, ça permettrait peut-être de trouver des solutions pour le trésor. Parce que là, les problèmes financiers du royaume sont considérables. Je cite encore Maya de Loin dans son nouvel ouvrage. En 1708, le crédit du roi était définitivement consommé et, l'excès de besoins pressants mis à part, tout manquait.
La détresse faisait verrouiller les portes et fermer les volets. Le nouveau contrôleur général se démenait de toutes ses forces pour trouver de l'argent, mais partout, il se heurta au refus. Personne ne pouvait ni ne voulait croire à une parole reprise autant de fois qu'elle avait été donnée. Il avait beau leur représenter la situation critique dans laquelle se trouvait le royaume, pas un ne voulut hasarder la moindre avance, Samuel Bernard y compris. Surchargé de billets de monnaie dépréciés, rencontrant les pires difficultés pour se faire payer par ses débiteurs, cette fois, il ne se laissa pas attendrir. Il faut vous dire que tout le monde subit les conséquences de cette guerre de succession d'Espagne, et Bernard aussi. Il ne souffre, lui, bien sûr, pas de la faim, c'est le moins qu'on puisse dire, ni du froid, me direz-vous. Mais aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ces marchés faiblissent jour après jour. On est là maintenant au printemps 1708 et Desmarets se décide à rendre visite au grand banquier. Le voilà donc, ce contrôleur général des finances, chez Samuel Bernard pour lui demander 30 millions de livres. C'est une somme absolument considérable. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent depuis que Desmarets a été nommé contrôleur général. Samuel Bernard est un homme malin, c'est un grand financier, qu'est-ce que vous voulez? Il sait très bien pourquoi le contrôleur général est là chez lui. Et avant même que Desmarets expose sa requête, Bernard ferme toute possibilité. Pas question, il déclare: quand on a besoin des gens, c'est bien le moins qu'on fasse la demande soi-même. Sous-entendu, c'est au roi à faire la demande. C'est vrai que le rejet dans lequel se trouve un certain nombre de financiers à cette époque les rend peut-être un peu susceptibles, on peut les comprendre. Desmarets va donc se rendre auprès du roi. Le roi, à l'époque, on est dans la fin du règne. Vous savez que le roi, théoriquement, réside à Versailles, mais dans la pratique, il passe beaucoup de temps à Marly, somptueux domaine de Marly, résidence secondaire du monarque depuis le milieu des années 1680. J'ai fait Versailles pour ma cour, Trianon pour ma famille et Marly pour mes amis, aurait dit Louis XIV. Et c'est vrai que vers la fin du règne, il y ait beaucoup de temps, plusieurs jours par semaine et plusieurs mois par an, d'avril à juillet notamment, pendant toute ce qu'on appelle la belle saison, le roi est à Marly, où seuls peuvent accéder les très hauts officiers du royaume ou les intimes du roi. Desmarets, devant l'urgence de la situation, va expliquer à Louis XIV qu'il faudrait rencontrer Samuel Bernard. Non pas au cours d'une audience, ça évidemment ce serait impossible, l'étiquette l'interdit, mais on pourrait faire semblant de croiser Samuel Bernard par hasard. Et voilà comment Desmarets va écrire à Bernard pour le convier à Marly, figurez-vous, pour le 6 mai de 7 ans de grâce 1708. Officiellement, il s'agit d'une session de travail chez le ministre. Vous voyez bien, en vérité, ce qui est en train de se préparer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà le grand jour arrivé, 6 mai 1708. Samuel Bernard sait très bien que très très peu de gens ont été admis à entrer dans l'enceinte royale de Marly. Vous savez, d'ailleurs, à la cour, les gens les plus importants comptent combien ils ont eu de Marly. Avoir un Marly, ça veut dire être invité à passer quelque temps avec le roi, un week-end, comme nous dirions nous aujourd'hui. Samuel Bernard va donc quitter Paris en fin de matinée, prendre la route qui mène au domaine royal. On est exactement à mi-chemin entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles, tout simplement. Sur les coups de midi, le carrosse arrive devant la grille royale. Un colonel de la garde suisse s'approche, demande de laisser passer, puis fait signe d'ouvrir la grille. Et voilà Samuel Bernard qui entre dans Marly. Alors il regarde évidemment par la fenêtre du carrosse, il observe la splendeur de ce jardin qui est taillé comme une sorte de dentelle, de ces pavillons dont chacun rêve sans les avoir vus pour l'immense majorité de la population. Et le voilà qui descend de voiture et qui est reçu par Bergec, qui est le contrôleur général des guerres, et qui l'accompagne jusqu'au pavillon où se trouve monsieur Desmarets, qui accueille le financier avec beaucoup d'honneur. Et après le dîner, ce que nous appelons nous le déjeuner, en début d'après-midi, Desmarets propose à Bernard de faire un tour dans les jardins de Marly. Et la conversation, évidemment, porte sur les questions financières. Et d'un seul coup,
Bernard entend un petit peu plus de bruit et des rires, et Desmarets fait semblant d'être surpris. Il dit « Oh, Sa Majesté est à sa promenade, elle vient par ici, allons la saluer !» Et là, Samuel Bernard se retrouve en face de Louis XIV. Et le roi est de bonne grâce, il se déclare heureux de rencontrer Bernard. « Ah, vous êtes bien homme à n'avoir jamais vu Marly, dit Louis XIV. Venez donc le voir à ma promenade, je vous rendrai ensuite à Desmarets. » Voici ce qu'écrit Maya de Loin de nouveau. De sa vie entière, Samuel n'avait éprouvé un bonheur aussi parfait. Il nageait dans le songe. Le plus grand monarque de la terre se souciait de lui faire les honneurs de ses jardins. Le comte de Bergeyck fut également de la fête, et tout au long de la promenade, Sa Majesté ne fit que leur parler, à l'un autant qu'à l'autre, laissant le gros de la cour les suivre. C'était une scène à retenir absolument. Elle fut retenue. La noblesse découvrit dans la douceur de cette journée de printemps l'avènement de la finance. Elle suivit sidérée, incrédule, le déploiement d'amabilité de la part du roi dans le seul dessein de combler un homme de l'espèce de Bernard, et sentit pour la première fois l'histoire lui échapper. Désormais, c'était avec ces gens-là qu'il allait falloir compter. L'impulsion venait d'être donnée au sommet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on peut dire que cette journée du 6 mai 1708 a marqué la haute noblesse de cour qui a vu entrer la bourgeoisie dans le cœur même de son sérail. Voici ce qu'écrit le duc de Saint-Simon. Le roi, sur les 5 heures, sortit à pied et passa devant tous les pavillons. Au pavillon suivant, alors là il y a un petit développement. Au pavillon suivant, le roi s'arrêta, c'était celui de Desmarets, qui se présenta avec le fameux banquier Samuel Bernard qu'il avait mandé pour dîner et travailler avec lui. C'était le plus riche d'Europe et qui faisait le plus gros et le plus assuré commerce d'argent. Le roi dit à Desmarets qu'il était bien aise de le voir avec M. Bernard. J'admirais, et je n'étais pas le seul, cette espèce de prostitution du roi, si avare de ses paroles, à un homme de l'espèce de Bernard. Un homme de l'espèce de Bernard, toute la morgue aristocratique et tous les préjugés de cour d'un Saint-Simon transparaissent dans cette expression. Quoi qu'il en soit, Samuel Bernard, si j'ose dire, a réussi son coup. Il revient de Marly complètement ébloui. Évidemment, on n'a pas parlé d'affaires financières, on n'a parlé que d'affaires personnelles. Le roi a questionné le banquier sur sa famille, sur ses alliés, sur ses amis. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Et de retour dans le pavillon de Desmarets, Bernard est complètement ébloui. Il n'a pas assez de mots pour vanter les mérites du monarque. Et il affirme au contrôleur général des finances qu'il accordera un prêt de 30 millions de livres au Trésor royal. Et voilà, cette fois, nous y sommes. Il affirmera même, Bernard, qu'il préférerait mieux risquer sa ruine que de laisser dans l'embarras un prince qui venait de le combler. Eh bien, tout est dit. Vous voyez comment on obtient des crédits. Desmarets avait eu ce qu'il souhaitait et le roi Louis XIV tout de même. Les finances du royaume allaient pouvoir assurer les dépenses. Alors, ça ne veut pas dire que la guerre de succession d'Espagne soit terminée, loin de là. Elle ne prendra fin qu'en 1714. Vous savez, il y aura encore le terrible hiver 1709. Il y aura cet appel du roi au peuple français le 12 juin 1709. Louis XIV, en attendant, va envoyer à Samuel Bernard son portrait. On doit pouvoir dire que dans toute l'histoire de la monarchie et dans toute celle de la peinture, le portrait de Louis XIV à Samuel Bernard est celui qui aura coûté le plus cher. Vous écoutez Radio Classique.